Parce que bon, voilà, on parle pas assez de jeux vidéo, je pense, dans les chroniques, n'est-ce pas? Heu et j'adore ce sujet, hein. Je pense que, vous le savez à force. J'ai donc décidé de vous parler, d'un petit sujet, hein, les jeux vidéo qui ont marqué le média. C'est-à-dire de jeux vidéo, qui ont été, importants pour le média, en fait, qui ont révolutionné le média, un peu comme le métal, hem, qui n'a cessé de se renouveler, où tu as des mouvances qui sont venues à partir d'autres mouvances, des mouvances qui ont évolué. Le jeu vidéo, c'est un peu pareil, ça a apparu à peu près à la même époque d'ailleurs et voilà, je voulais donc vous parler de jeux vidéo qui, pour moi, ont façonné le média ou ont été influents. Donc on va commencer au tout début, diapo suivante, sur l'un des premiers jeux vidéo, si ce n'est le premier jeu vidéo commercialisé évidemment, Pong. Alors, petit rappel, c'est sorti en 1972. C'est tout simplement une simulation de tennis, rien de bien fou et ça paraît tout con comme ça, mais en vrai, ça a été ultra influent et pendant des années, la première génération de consoles de jeux vidéo, ça n'était que des clones de Pong, et ça a permis aussi de poser les bases du jeu vidéo et de ce qu'on théorisera plus tard, comme ce qu'on appelait des briques de gameplay. Donc là, typiquement, les briques de gameplay, ce serait, heu, c'est par rapport aux sprites. Donc les sprites, c'est les éléments qui vont, se déplacer à l'écran. Là, ce serait attraper les sprites. On déplace notre raquette pour attraper la balle. Tirer, qu'on essaye de diriger, notre tir pour que ça aille à l'opposé de la raquette adverse, ce genre de choses. Donc déjà, rien que ce jeu tout con, c'est ultra, important et ultra fondateur pour le jeu vidéo. On peut voir, diapo suivante, que ça a été un succès, en arcade, mais aussi à la maison. Ça a mené une multitude de clones, comme j'ai dit, notamment, par exemple, Breakout, que vous devez connaître, c'est le casse-briques. Le casse-briques, Ah c'est un oui, clone de Pong en soi. Voilà, la sauf qu'au lieu variante, oui. d'être, horizontal, le casse-briques, c'est vertical. C'est un Pong un joueur vertical. Donc voilà, ça a mené à une multiplication, des consoles, avec des concepts pas toujours très originaux, pas toujours très intéressants et c'est ce qui mènera en partie, au crash du jeu vidéo de 1983. J'y reviendrai plus tard pour expliquer ce que c'est. On va faire un bond dans le temps vers un nouveau jeu, fondateur du jeu vidéo, en 1978, diapo suivante. On va voir Space Invaders. Space Invaders, c'est sûrement c'est le premier succès, massif de l'arcade, inspiré en partie par Breakout, dont on parlait juste avant. C'est le daron des shoot 'em up. Donc les shoot 'em up, c'est les jeux de tir, très grossièrement, inspiré par la SF populaire de l'époque, donc notamment Star Wars. Et là, le principe, c'est non plus seulement de tirer sur une «cible» entre guillemets, donc par exemple, les briques du casse-briques de Breakout, les cibles, c'était les briques et ben là, les cibles te tirent aussi dessus et essayent de t'éliminer et c'est comme ça qu'on a évolué vers le genre du shoot 'em up. Donc c'est un genre qui est devenu très populaire, dans l'arcade, fin des années 70, début des années 80. Je peux vous citer comme exemple sur la diapo suivante, Asteroids, en haut à droite, c'est non, c'est Gradius, en bas à gauche, c'est Galaga et en bas à droite, c'est Contra. Donc des Je jeux vois ça. qui oui? Ah oui, oui, dans le Contra, c'est beaucoup plus connu que le reste, je ne sais Bah, pas. c'est surtout plus récent, mais en réalité, Galaga, c'est ultra connu, Asteroids aussi, hein. Je vois. Et toujours, ça peut être des jeux aux thématiques assez différentes. Alors les 3 premiers, c'est de la science-fiction, c'est clair. Le 4e penche plus du côté du film d'action des années 80, Schwarzenegger, Stallone. Mais le principe reste toujours le même, c'est de tirer sur des trucs, tout en se déplaçant.
Donc là, on peut voir bien l'évolution du shoot'em up. Et encore aujourd'hui, le shoot'em up est encore présent. Diapo suivante, notamment avec les bullet hell, donc dont le plus grand représentant est sûrement Two Project au Japon, et des jeux qui s'en inspirent complètement, même si on dirait pas, comme Undertale, qui a des mécaniques de bullet hell dans son gameplay. Donc là, c'est un peu l'escalade du n'importe quoi, comme le métal, ça allait toujours plus dans l'exagéré, là, toujours plus de boulettes dans tous les sens. C'est un peu la même logique. Et ces jeux de tir, évidemment, ça a mené aussi à la naissance du jeu de tir à la première personne, le FPS. On y reviendra aussi plus tard, mais voilà. Tout ce qu'on voit là, c'est que le jeu vidéo en soi, c'est une évolution, une ramification progressive. Et enfin, là, un jeu qui va parler à tout le monde normalement. Diapo suivante, 1985, Super Mario Bros. Évidemment. Ils ont fait un jeu d'après le film. C'est pas trop bizarre. C'est ouais, en plus le scénario du film était pas ouf, donc bon, je vois pas ce qu'ils pourraient faire comme jeu dessus. Enfin bref. Super Mario Bros, un classique, peut-être le jeu le plus connu, le jeu vidéo le plus connu, je sais pas. Sûrement, en tout cas, un des plus connus. 7e jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Et pour bien comprendre l'importance de Super Mario Bros, sorti en 1985, il faut revenir selon moi 2 ans avant, en 1983, je vous en parlais, diapo suivante, avec le crash du jeu vidéo, crash au sens crash boursier, crash économique. En fait, la multiplication des clones de Pong, des adaptations mal faites des jeux d'arcade sur les consoles de salon, notamment sur les consoles Atari, la surmultiplication des consoles. Je l'ai pas noté cette donnée, mais j'avais vu une donnée comme quoi sur l'année genre 1983, il y avait au moins 400 consoles différentes disponibles sur le marché américain. Enfin, 400 Ah ouais. C'est hallucinant. Mais parce que la plupart, en fait, c'était des consoles à jeux uniques. C'était pas des consoles à cartouches. Ah oui, en effet. Ouais, donc forcément. C'était débile. L'offre a largement surpassé la demande. Et le symbole de ce crash, c'est sûrement le jeu E.T. l'extraterrestre qui est sorti juste avant le crash, qui a été une grosse déception pour beaucoup. Et c'était un peu le point de rupture de... Les Américains en ont eu marre du jeu vidéo. L'arcade était toujours populaire, mais le jeu vidéo à la maison s'est complètement cassé la gueule. Au point même que Nintendo, quand ils ont voulu sortir leur console, diapo suivante, la Famicom, ils ont été obligés de la rebrand pour le marché américain. Ils ont totalement enlevé l'esthétique jeu vidéo pour lui faire ressembler à un magnétoscope dans lequel tu rentrerais les cartouches par l'avant comme des cassettes plutôt que sur le dessus comme c'était le cas avec les cartouches Atari par exemple. Vraiment gris. L'objectif c'était de l'installer à côté du magnétoscope sous la télé. Et surtout, ils l'ont marketé comme un jouet, comme on peut voir sur la diapo suivante. Je vous ai mis une petite pub de l'époque de la NES, avec notamment le robot Rob et le zapper, pistolet optique. La NES, elle a été marketée avec des accessoires à gogo pour la faire vendre au rayon jouet, pour la faire passer au rayon jouet et pour l'installer dans les foyers comme un jouet et pas comme une console de jeux vidéo, sinon elle se serait jamais vendue. Mais en vrai, c'est super malin et ça a marché. Et Nintendo a raflé tout le marché. Nintendo a réinstallé à lui tout seul le marché du jeu vidéo dans les foyers américains. Et puis même donc, le nom Nintendo Entertainment System. Mais bien sûr, oui. Le nom de la NES, Nintendo Entertainment System, le système de divertissement Nintendo. Aucune mention d'électronique, aucune mention de jeux vidéo. Alors que la Famicom, ça veut dire Family Computer, donc ordinateur familial, donc qui fait référence à l'électronique. Tout était fait pour gommer le jeu vidéo, en tout cas dans les premières années. Et après,
quand le jeu vidéo, quand la NES était installée dans les foyers, ils ont pu reprendre une esthétique jeu vidéo, vendre les jeux plutôt que les accessoires, etc. Il Et fallait que hein il fallait que la pilule passe en fait. Mais c'est exactement ça. À savoir que la console en elle-même est appelée Control Deck pour effacer jusqu'au bout l'idée que c'est une console. Ouais. C'est resté jusqu'à la D'accord. N64 de mémoire. C'est possible, ça me dit quelque chose. Eh ben, Ça me dit quelque chose. Mais d'ailleurs, je suis pas sûr de ça, mais je crois que les cartouches n'étaient pas appelées des cartouches, mais des game packs. Jusqu'à la N64 aussi. d'accord. Voilà, des packs de Après, il y jeux. a quand même game dedans, donc Oui, mais c'est du jeu, tu vois. C'est pas du jeu vidéo. Ouais. C'est pas une cartouche. C'est un pack. ouais, il y a rien d'électronique dedans. Voilà. Circuler, madame. Et ça marche à l'huile de coude. Hein mets la diapo suivante parce que j'avoue que je m'en souviens plus. Ah, alors ça c'est des ça c'est des cartouches de Atari 2600. Donc c'était pour illustrer ce que je disais. La principale différence en fait entre le point de rupture Super Mario Bros et les jeux d'avant sur Atari, c'était que les jeux d'avant sur Atari étaient bien souvent des adaptations de l'arcade. Donc là on peut voir Asteroid, Pac-Man, Frogger, Frogger. Missile Command. Alors il y a des exceptions évidemment, genre il y a Riders of the Lost Ark, c'est une adaptation d'Indiana Jones, il y a King Kong, mais le gros des jeux c'était des adaptations de l'arcade, ce qui voulait dire du coup un gameplay basé sur le score, ce qui est pas du tout intéressant pour un jeu que tu vas jouer seul à la maison. Tu vas montrer ton score à personne parce que t'es pas dans une salle d'arcade, ton score sera de toute façon effacé dès que tu éteindras la console puisqu'il n'y avait pas de sauvegarde des scores. Donc le jeu à scoring seul à la maison, ça n'a aucun intérêt. Et ça, Nintendo l'avait sûrement un peu compris, puisque Super Mario Bros, diapo suivante, c'est totalement l'opposé. Super Mario Bros, c'est une aventure avec un début et une fin, un découpage en niveaux. C'est Super Mario Bros qui installera probablement le découpage en niveaux des jeux modernes. Donkey Kong le faisait déjà, mais ça bouclait, le jeu bouclait en boucle. Tandis que Super Mario Bros, il y a un début, une fin. Tu dois sauver la princesse. C'est Super Mario Bros qui installera aussi les boss à la fin des mondes avec Bowser. Donc voilà, aujourd'hui ça a l'air vraiment tout con. C'est genre Super Mario Bros, ça a l'air d'être le jeu le plus simple du monde, mais en fait c'est les bases de tous les jeux vidéo modernes. On parlerait pas de boss, on parlerait pas de niveau sans Super Mario Bros. Bah, je savais même pas que c'était les niveaux et les boss, ça venait de spécialement Super Mario C'est Bros. peut-être pas le premier, mais en tout cas c'est très Celui certainement qui a le plus influencé. celui qui a Il a popularisé. popularisé. Ouais. À savoir d'ailleurs, faudra que je retrouve la source précise de cette information. Je crois que ça venait d'un podcast Emo5. Mais à l'époque, Nintendo considérait que Super Mario Bros c'était le jeu le plus impressionnant techniquement qui était possible de faire sur leur NES. Et en soi, ils avaient un peu raison, parce que ce qui devra être fait pour les jeux futurs, notamment Super Mario Bros 3 par exemple, c'est intégrer des processeurs directement aux cartouches, comme Samy nous l'expliquait, ce qui se faisait également sur la Super Nintendo sur la génération d'après, pour repousser les limites de la machine. Donc il faut que je retrouve la source de cette info. Mais Super Mario Bros c'était vraiment le chef-d'œuvre de Nintendo en 1985. Voilà, donc maintenant on était dans le monde coloré et mignon de Nintendo. On va revenir un petit peu vers le métal, Damien, si tu veux bien. Puisque on va parler de Doom. Dome, Papa Chiotte. Let's go. Doom sorti en 1993, selon les dires des développeurs quand ils étaient en train de développer Doom, c'est Wolfenstein 3D fois 1 million. C'est ce qu'ils avaient affirmé, ils n'avaient pas forcément tort. Donc Wolfenstein 3D, c'est ça, voilà.
c'est un peu considéré comme le grand-père des FPS modernes, des jeux de tir à première personne modernes, et dans lequel vous arpentez des couloirs d'un château en descendant des soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Et ils étaient nationaux et avec beaucoup de Et socialisme aussi. socialistes, tout à fait. Voilà, c'est un prémisse très simple. Mais le titre est déjà relativement impressionnant à l'époque quand même, parce que faut pas oublier que c'est de la 3D. Pour rappel, diapo suivante, l'un des jeux les plus impressionnants de 1992, l'année de sa sortie, c'est Super Mario Kart, dont Samy vous en parlait il y a 2 semaines. J'ai mis une petite censure d'ailleurs sur le screenshot de Wolfenstein, pardon, parce que c'est pas évident de montrer du Wolfenstein sans avoir des croix gammées de partout. Ouais, donc forcément. Voilà. Mais moi, je trouve personnellement, grand respect à Super Mario Kart au demeurant, hein, mais je trouve personnellement que Wolfenstein 3D lui met la misère graphiquement. Déjà, par le fait qu'il y a des murs. Super Mario Kart, tout est au sol, c'est de la 3D tapis, comme on dit, avec le mode 7. Wolfenstein 3D, c'est vraiment t'as des couloirs, t'as des pièces, t'as des meubles. C'est vraiment plus impressionnant. Et si Wolfenstein 3D met la misère à Super Mario Kart graphiquement, pour moi, Doom va lui mettre encore plus la misère. Donc, je ne pouvais pas montrer du gameplay de Doom autrement que en mettant une vidéo complète. Wolfenstein 3D, La musique. c'est des niveaux tout plats. Voilà, on revient en métal parce que grosse inspiration métal du côté de la soundtrack de Doom. Si Wolfenstein 3D, les niveaux étaient tout plats sur un seul niveau, Doom va apporter des escaliers, des pentes, des murs pas forcément perpendiculaires les uns aux autres, ce qui va apporter une réelle complexité dans les niveaux. Ça va aussi installer pas mal de mécaniques qui resteront des bases du genre du FPS, genre le strafing, l'action de tourner autour des ennemis en faisant des pas de côté pour leur tirer dessus tout en évitant leur tir. Ou encore les gros barils qui explosent, je crois qu'on en a vu un au début. Genre là, le baril vert, c'est un baril qui quand on tire dessus, ça explose. Les fameux red barrels, voilà, des jeux vidéo. L'un des plus grands clichés du jeu vidéo. Exactement. Mais ça, c'est Doom, c'est le papa des FPS. Et c'est tellement le papa des FPS, Doom, que pendant quasiment 5 ans, c'est une stat très intéressante que j'ai sur la diapo suivante. Mathis, si tu veux bien. Pendant 5 ans et pendant même vachement longtemps, genre même jusqu'au début des années 2000, on parlait de Doom-like plutôt que de FPS. Et il faudra attendre Quake, toujours par ID Software. Après, on va passer au Quake-like. Et surtout Half-Life et Call of Duty pour voir des évolutions conséquentes du genre. Mais sinon, la plupart des jeux, donc les suites de Doom, Duke Nukem 3D par exemple, tirent directement de Doom. C'était des Doom-like. Donc voilà, c'est un monument du jeu vidéo. Jouez-y. Ça, ce qui est ouf, c'est que ça se joue encore très bien aujourd'hui. Il y a une communauté très active encore aujourd'hui. Doom, c'est aussi ce qui a lancé les speedruns. Il faut pas l'oublier. C'est vrai. Parce que Doom avait une feature qui te permettait d'enregistrer tes inputs. Et donc les gens ont commencé à s'échanger leur gameplay de Doom comme ça. On appelle ça des WAD, je crois. Ou alors c'est là que ouais. Je sais pas. pas. Bref. Mais je croyais que c'était justement la série Metroid et avec Super Metroid qui avait lancé toute la mode du speedrun, mais je savais pas. Pas du tout, c'est Doom. Et le premier site de partage de speedrun, c'était des speedruns de Doom. Et les gens se partageaient aussi des niveaux. C'était plus niveau par niveau à l'époque. C'était plus proche d'un contre-la-montre sur Mario Kart, si tu veux. Ouais, parce que il y avait un timer dans le jeu en plus, donc du coup c'était découpé en niveau. Donc.
chaque fois que tu finis un niveau, tu as ton timer, ton nombre d'ennemis tués, le nombre de dégâts reçus, le nombre de secrets trouvés. Donc c'est vraiment Doom, c'est le papa des FPS et c'est le papa des speedruns. D'accord, ok. Donc mine de rien, j'ai déjà parlé de 3 jeux et j'en suis déjà à la moitié de mon temps réglementaire. À la base, je voulais aborder beaucoup plus de jeux, mais j'avais peur que cette chronique soit trop longue. Donc, je vais abréger et passer à la dernière partie, les bacs à sable. Alors, un jeu sandbox ou bac à sable, qu'est-ce que c'est ? Tu galères un peu sur les diapos, là, Mathis. Oui, mais tu as sauté plein de diapos. Voilà. Donc, un bac à sable, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où vous êtes projeté dans un monde relativement ouvert et vous êtes plus ou moins libre de vous amuser avec les mécaniques du jeu comme vous le voulez. On va finir faire une spéciale histoire du jeu vidéo tellement il y a de trucs à dire. Mais oui, petite vulgarisation du jeu vidéo. Ça, Ça... une super émission à faire tous ensemble. Et du coup, ce qui est intéressant avec le jeu bac à sable, c'est que c'est un genre qui a émergé comme beaucoup d'autres genres, d'un jeu qui n'est pas du tout un sandbox à la base. En 2004 sort Half-Life 2, deuxième jeu de Valve tournant sur leur célèbre moteur Source. Le premier étant CS Source sorti un mois avant, Counter-Strike Source. Et avec Half-Life 2, il y a la révolution du Gravity Gun qui arrive. Qu'est-ce que c'est le Gravity Gun ? C'est sur la diapo suivante. C'est une arme qui vous permet dans le jeu de manipuler à peu près n'importe quel objet, de le tourner comme vous voulez, de le lancer comme vous voulez, et ils vont réagir en accord aux lois de la physique. Si vous lancez une clé à molette en l'air, elle va retomber au bout d'un moment. Les objets vont s'entrechoquer entre eux, etc. Et ça, en 2004, c'était une révolution technique. C'était hyper impressionnant. Aujourd'hui, c'est ridicule, mais à l'époque, c'était hyper impressionnant. Et c'était tellement révolutionnaire que absolument tout un jeu va en découler. C'est la diapo suivante. C'est Garry's Mod. Garry's Mod, c'est la définition la plus pure du sandbox. Moteur physique de Source, l'un des trucs les plus impressionnants de Half-Life. Oui, mais d'ailleurs, le moteur Source qui est encore utilisé aujourd'hui, puisque CSGO, ça tourne toujours sur Source. Après, il me semble que la partie physique, je sais plus si c'était au début et ensuite ils ont changé ou si c'est après, mais au bout d'un moment ils s'est mis à utiliser Avoc, il me semble, pour le moteur physique dans Source. Avoc qui est un moteur physique. C'est pas que Source qui fait la physique, il me semble. C'est Avoc maintenant le moteur physique, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que maintenant c'est Avoc. Mais ouais, et sinon à la base, effectivement, Source c'était impressionnant quand même. C'est CSGO et Portal 2, c'est ça déjà. Donc voilà, Garry's Mod, c'est la définition la plus pure du sandbox. C'est même limite. En fait, moi, je suis pas très fan de Garry's Mod parce que je considère que c'est pas un jeu à 20 balles, c'est un moteur physique à 20 balles. Le Garry's Mod en soi, c'est plus un outil de création qui permet à la communauté de créer des maps, des mini-jeux, des modes de jeu et plein d'autres trucs, des machinima, des animations. C'est un peu comme ce qu'on verra après avec Roblox ou Dream. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. La liberté de Garry's Mod, ça permet une liberté sans limite, et c'est ouf de se dire que le jeu est encore très actif 17 ans après sa sortie. Voilà le genre de conneries qu'on peut faire sur Garry's Mod. C'est une baignoire avec des roues sur une map de Counter-Strike. Avec le G-Man de Half-Life. Avec un terreau derrière, un mec qui prend des photos, ça n'a aucun sens. Et voilà, c'est la liberté la plus totale, c'est le sandbox le plus pur. Et le sandbox, c'est déjà très intéressant en lui-même, mais là, ça n'en est encore qu'à sa naissance en soi. Et il y a un jeu qui va pousser tout ça à la vitesse supérieure. Un jeu d'exception, le jeu le plus vendu du monde. Est-ce que vous l'avez ? Minecraft ? Tout à fait, Minecraft. Les cubes. Est-ce que j'ai besoin de présenter Minecraft ? Vous êtes plongé dans un monde virtuel quasiment infini.
composé de cubes où vous devez récolter des ressources pour survivre et construire ce que vous voulez. Absolument ce que vous voulez. Donc là, j'ai trouvé un petit timelapse d'un village qui se construit. Pour dire qu'on peut construire n'importe quoi. En fait, c'est le principe des Lego. Et c'est vraiment aussi du sandbox pur et dur. Sauf que c'est les Lego où t'es pas limité par le porte-monnaie. C'est ça. Et on en est à un point où en fait, tu peux tellement tout faire dans Minecraft que tu peux faire Minecraft dans Minecraft. C'est-à-dire que ça, Oui, c'est j'avais vu ça. ça, c'est un processeur qui fait tourner un simili Minecraft dans Minecraft. Ça tourne extrêmement lentement, mais ça tourne. C'est un truc de fou en vrai ce que les gens font maintenant dans Minecraft. Mais même les constructions, la redstone. Enfin, de toute façon, ouais, pour moi, c'est le bac à sable ultime Minecraft. Genre, tu peux faire Ouais. tellement tout entre les modes Oui. et tout. Et j'avais même vu une vidéo où quelqu'un avait réussi à recréer, je sais plus quelle version de Windows, mais dans Minecraft aussi. C'est une dinguerie. Je sais plus si c'était Vista ou d'autres. Incroyable. Enfin voilà, c'est pas étonnant que ce soit le jeu le plus vendu de tous les temps. S'il y a un truc que vous pouvez pas faire dans Minecraft, vous pouvez le faire puisqu'il y a une communauté de modeurs absolument gigantesque. C'est n'importe quoi. Et pas étonnant aussi que du coup, ça en découlera plein de jeux qui vont s'en inspirer de ce système de Minecraft, notamment du système sandbox bloc par bloc et du système de crafting. Donc là, tout de suite, je pense à Terraria et à Starbound. Aussi à Cube World. Oui. Donc ça... en fait, basiquement toutes les mécaniques, dès que vous avez une mécanique de crafting dans un jeu, vous pouvez vous dire que ça vient plus ou moins de Minecraft. Même si c'est du crafting dans genre Tomb Raider, ça vient de Minecraft. Et ça a surtout entraîné une sacrée vague de clones qui étaient vraiment genre comme les clones de Pong. On revient à l'époque de Pong. Sauf que là, c'est des clones de Minecraft. C'est Minecraft pareil, mais en moins moche et en gratuit sur ton téléphone. Voilà, Ouais. c'est pas ouf. Et voilà. Ouais, C'est ça prouve pour bien dire le à quel succès point de Minecraft. Si t'arrives à avoir comme Pong, ça prouve que t'as bien réussi. c'est ouais, on peut peut-être un peu dire ça. Après, Minecraft a beaucoup joui d'internet, de son côté création qui pouvait être relayé facilement via YouTube, les trucs comme ça. Ouais, je pense que le côté communautaire, ça aide de fou aussi, parce que Ouais. du coup, si t'es pas obligé de tout faire tout seul, il y a toujours une commu, il y a des gens, il y a les serveurs. C'est sûr que si t'étais en full solo sur Minecraft, au bout d'un moment, tu te fais un peu chier quand même, je pense. La grosse force de Minecraft, c'est clairement l'aspect communautaire et c'est comme ça que ça s'est popularisé et c'est comme ça que ça vit encore aujourd'hui. Hein. Clairement. Et puis surtout, au début, on n'avait pas des wikis, donc on était obligé d'aller voir sur Internet, demander aux gens comment on craftait certaines choses, parce qu'il y a certaines Comment on choses qui crafte sont un pas logiques piston dans Minecraft. Ouais, t'es obligé d'aller voir les tutos YouTube des gens, t'es obligé de voir les vidéos de Fanta. Exactement. C'était trop bien Starbound, mais apparemment c'est devenu pas ouf. C'est devenu pas ouf, effectivement. Donc, le bac à sable sera le genre le plus populaire au début des années 2010. Mais c'est aussi intéressant de noter que le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps, c'est aussi un peu un représentant du jeu sandbox. Est-ce que vous avez le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps ? Tetris ? Fortnite. Non, c'est ni Tetris ni Fortnite. Fortnite n'est pas compté parce que Fortnite est gratuit. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est que ça compte Ouais. probablement pas parce que c'est gratuit en vrai. Mais du coup, je sais pas. Roblox alors, peut-être? Pareil, Roblox c'est gratuit. Ah, Ah. mais oui, mais c'est vrai que c'est la money in game Roblox. Hmm. Je sais pas, c'est quoi le deuxième le plus vendu de tous les temps? C'est quoi? C'est genre un triple A ou c'est un truc. Non, c'est un triple A sorti en 2013. 2013. 2013 Genre, je sais pas, j'ai vraiment un Call of qui est sorti cette année-là, mais je sais pas lequel. Franchement, le plus gros jeu de la génération PS3, PS4. The Last of Us ? Non, C'est bac à sable. un Assassin's Creed? Un monde ouvert où vous pouvez faire ce que vous voulez.
Ah, c'est Skyrim, non? Non. Non, c'est en 2011, Skyrim, c'est 2011. Ah mais oui, c'est 2011. Putain, je sais pas, j'étais en mode monde ouvert Bastien vous juge. par un G. Je sais pas moi. Attends. Hein Zelda Breath Je of suis the en train Wild. de bugger. Zelda. Ouais, je sais pas. Là, j'ai un trou de mémoire. Je pense que tu vas le dire et je vais te rendre c'est évident, mais. Oui, ça va être sûrement évident, mais là on est con, donc. Diapo suivante, Mathis. Ah, mais putain. Mais oui. J'étais à 5. J'étais à Pour 5. moi, c'est abusé ce jeu. Pour moi, je le trouve tellement pas marquant, alors que pourtant il l'est, mais. C'est le je sais deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Ouais, je sais, mais c'est abusé. Parce que moi, perso, j'ai jamais accroché à GTA 5. Mais. Ouais, pareil, il y a un gros aspect. Après, du coup, je l'ai communautaire. acheté quand même. Donc au final, je suis dans la stat des gens qui dévendent. Voilà. Tu es dans les chiffres. Exactement. Ben voilà. Alors GTA, ça existe bien avant Half-Life 2. Diapo suivante, vous avez le magnifique GTA 3 sur PlayStation 2 ici. Le principe, c'est le même que GTA 5 en soi, c'est que vous êtes dans un monde plus ou moins ouvert, dans une ville, et vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, conduire des voitures, rouler sur les passants, tirer sur les flics. Voilà, donc en soi, c'est un sandbox. Moins poussé que Minecraft évidemment, mais c'est un sandbox. Et ça va donner naissance lui aussi à une formule très populaire au début des années 2010. Comme on a eu le Doom-like avec Doom, on a eu le GTA-like, souvenez-vous-en. Ça, oui, par contre. Mais là, le problème, c'est que contrairement au Doom-like, le GTA-like va aller jusqu'à l'écœurement. Et le principal coupable que je citerai, que j'appellerai à la barre, messieurs, dames dans l'assemblée, c'est Ubisoft. Ah, voilà. La formule Ubisoft, que tout le monde en a Voilà, marre. aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment critiqué. On parle en tout cas, dans la critique jeux vidéo francophone, on parle d'Ubisoftage, de formule Ubisoft, notamment à cause de leurs 2 licences Assassin's Creed et Watch Dogs. Surtout Far Cry surtout. Et aussi Far Cry. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié Après, Far Cry, mais aussi leur Far grosse Cry. licence qu'ils ont sorti depuis genre 2013 environ, hein, par là, genre c'est tout le temps pareil, tout le temps pareil. Après, pour les défendre, Exactement. je sais pas si tu vas trop en parler, Assassin's Creed avec Batman Arkham Asylum, c'est ce qui va poser les bases du monde ouvert moderne qu'on connaît. Oui, c'est avec ça. les tours d'observation, les collectifs. C'est tout ce genre qu'on appelait GTA-like passé un temps. Aujourd'hui, on appelle peut-être plus open world. C'est un genre à part entière qui s'est posé avec les Arkham et avec les jeux d'Ubisoft. Mais bon, aujourd'hui, c'est un genre qui n'est plus trop populaire. Est-ce qu'on le regrette? Diapo suivante. Voici la map infernale de Assassin's Creed Unity avec ses milliards de petits points de merde à récupérer dans Paris. Ah là, maintenant quand tu vois ça, t'as tellement pas envie de jouer, genre t'es là, t'es en mode c'est vide, c'est vrai, y a rien. Mais en fait, c'est une map remplie de petits points à récolter, mais sans intérêt. C'est comme si... je parlerai de Breath of the Wild plus tard, mais c'est comme si dans Zelda Breath of the Wild, il n'y avait que les noix Korogu. Non mais c'est abusé, c'est vraiment le truc, c'est l'excuse pour pas faire du bon level design, c'est oh bah on a mis des merdes partout, donc c'est bon, genre. C'est comment? C'est allonger artificiellement la durée de vie. Aussi en plus. C'est les jeux à patounes. Voilà. Après, en soi, ça peut être une formule qui est intéressante, mais le problème, diapo suivante, c'est que bordel, ils en ont sorti beaucoup trop. On a eu, entre 2007 et 2020, 12 Assassin's Creed en 13 ans. Quasiment un jeu par an. Et en 2014, on a eu 2 Assassin's Creed dans la même année. Enfin, dont Unity qui était une catastrophe honteuse à la sortie, hein, pas étonnant vu les délais. Et on a eu aussi Syndicate, qui était l'épisode après Unity, qui a été fuité, je crois, 1 mois après la sortie de Unity. Ah ouais, quel enfer.
Mais ouais, en plus il y a Watch Dogs, et en plus là c'est juste 2 licences, mais les autres jeux, t'as pas mis les Far Cry, parce que Far Cry c'est pareil mais en première Oui, personne, j'ai complètement oublié Far Cry. et t'as pas mis même tout genre Ghost Recon, pour y avoir joué là, je sais plus Les Tom Clancy. les Tom Clancy, Ghost Recon, c'est pareil, des maps avec des points pas intéressants, et après il y a un cœur de gameplay qui est genre tu tires sur des trucs et voilà. Mais c'est La pareil, formule genre. Ubisoft. Pour le coup, rallonger artificiellement, Oui. c'est la définition même d'Assassin's Creed Valhalla. Du coup, je Oui, j'ai pense pu y jouer, c'est vraiment catastrophique. entre 2007 du coup et 2023, ils ont dû en sortir, rien qu'Ubisoft du coup, plus d'une vingtaine de jeux comme ça. Donc forcément, au bout d'un moment, tu satures, tu vois. Bon, Surtout que c'était pas les seuls à faire ce genre de formule. Voilà. Alors eux, c'est le plus abusé, mais même Rockstar, donc ils avaient entre 2007 et 2023, allez, ils avaient GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2. bah, surtout comme tu as dit, dans tous les jeux open world de cette période-là, il y avait le même système à peu près, en plus ou moins abusé par rapport à Ubisoft. Genre par exemple The Witcher 3, même si j'adore le Oui. jeu, il se démarque clairement par sa narration et ces trucs-là qu'il n'y a pas dans les jeux Ubisoft par exemple. Mais par contre, l'open world en soi, il est quand même pas ultra intéressant, c'est plein de petits points Oui. un peu partout. Mais il y avait en mode, les mêmes merdes dans Tomb Raider aussi. Et le jeu Horizon, il y a Ouais. aussi. les God of War aussi, même si eux, justement, ils ont réussi un peu à se renouveler, les récents, et c'est pour ça que les gens les préfèrent. Parce que c'est pas vraiment des open world aussi, c'est plus ça. Mais bon, bref. Il y a aussi Et- Ghost of Tsushima, qui est littéralement un Assassin's Creed-like, Hmm. mais qui se passe au Japon. Donc les Weebs aiment. J'adore les petites remarques de Bastien. Mais voilà, c'était trop. Le pic, c'était vraiment 2015-2016. Les 3 Assassin's Creed qui sont enchaînés 2014-2015. Watch Dogs 2. C'était vraiment l'overdose. Heureusement, il y a un petit jeu qui est sorti en 2017 qui a remis les pendules à l'heure. Un petit jeu de Nintendo, notamment. Je me demande ce que c'est. C'est genre, Zelda. C'est Zelda. C'est la diapo suivante. Et là, tu peux, Mathis, laisser tourner en boucle la vidéo sans le son. C'est The Legend of Zelda Breath of the Wild, sorti en 2017, qui était une petite révolution quand on y repense sur le genre de l'open world. Alors il y avait toujours des petites merdes à ramasser dans le monde, mais c'était beaucoup moins important. Surtout ce qui était intéressant avec cet open world, c'était vraiment qu'on revenait à un bac à sable où on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. On pouvait aller où on veut sur la map, juste en escaladant. On pouvait manipuler les arbres, les rochers, utiliser. Il y a des. Donc, oui, il y a toujours des chariots dans la zone de volcan, des chariots de mine. Des joueurs ont empilé 2 chariots de mine l'un sur l'autre, puis ils ont utilisé le pouvoir aimant pour faire voler celui du dessous. Et on peut construire des machines volantes dans ce jeu. C'est vraiment une nouvelle façon de voir l'open world, avec non pas plus une map qui est là juste pour accueillir des trucs dedans, mais vraiment la map qui est un élément de gameplay en soi. Et Ouais, T'as pas précisé l'élément de gameplay le plus important du jeu. Tu peux faire du snowboard avec ton bouclier. oui, c'est plein de petites idées comme ça. T'as une arme qui fait du vent, tu trouves un radeau, et bah tu t'en sers pour faire du vent dans la voile et tu te déplaces avec. C'est plein d'idées mais en comme fait, ça. c'est un travail titanesque de level design où, au lieu de faire un Oui. truc lazy où tu fais une map où certes c'est joli, et que du coup tu es obligé de remplir des points d'intérêt que tu affiches en gros sur les cartes parce que sinon le joueur il sait pas où aller parce que ton level design n'est pas naturel. C'est vraiment un travail titanesque de genre, regarde, tu spawns là, t'es sur un plateau. Pourquoi quand tu spawns t'es sur un plateau? Parce que du coup t'es en hauteur, donc tu vois toute la map, donc tu sais où tu dois aller parce qu'on te met des points d'intérêt en plus grand sur la map, donc tu comprends où tu dois aller, et que tout s'enchaîne naturellement, tu vois, genre naturellement le joueur il voit un bâtiment, il peut y aller, et c'est juste du level design bien fait. Et En après fait- au fur et à mesure tu récupères des pouvoirs dans des ordres logiques, et du coup tu peux aller à des nouveaux endroits que t'as repérés, enfin c'est juste trop bien fait, tu vois, c'est genre c'est trop bien fait. Et surtout, même- un problème, il y a plusieurs solutions. Par exemple, Oui. les ennemis, les gardiens,
tu peux très bien parer leurs coups et ça les tue. Tu peux très bien couper leurs jambes et ils se retrouvent totalement inutiles. Tu peux essayer de les mettre à l'envers et ils se retrouvent comme des cons ballots. Il y a plein de façons de Tu résoudre peux le essayer problème. de prendre une grosse porte et de te faire un gros bouclier pour qu'il ne te voit plus. Oui, Mais surtout, en fait, ce qui est ultra intelligent dans le level design de Breath of the Wild, c'est que avant Assassin's Creed, c'est une map, t'as plein de points, tu dois aller chercher tous les points sur la map. Zelda, les seuls points que tu vas avoir sur la map, c'est tes objectifs principaux qui te disent pour continuer ton aventure ou pour continuer la quête secondaire que tu es en train de faire, il faut que tu ailles là. Mais sinon, toute la navigation dans le jeu se fait par tu vois un truc au loin, ça a l'air sympa, tu as envie d'y aller, t'y vas. Et la navigation est ultra fluide en permanence, tu passes de point en point. Ouais, exactement. Et du coup, t'as pas ce côté redondant, chiant, où tu ouvres ta carte et tu vas voir des points et c'est tout le temps Ouais. la même chose. En vrai, la Parce que, carte, tu l'ouvres très rarement. parce qu'en en fait, plus, tu certes, l'ouvres pour seulement, ta c'est quand demande, tu vois quelque chose au loin, tu le pointes sur ta carte et c'est Ouais. seulement là que tu ouvres ta carte. ouais, Tu vois pas de ta carte pour pour la découvrir. direction, quoi. Mais en plus, du coup, c'est là où c'est trop fort, c'est qu'ils ont fait aussi en sorte qu'il n'y ait pas tout le temps les mêmes activités répétitives. Genre, après, certes, il y a toujours des trucs qui vont se ressembler parce que tu peux pas faire un jeu. Enfin, Mm. t'as pas un temps infini pour développer, mais ça reste quand même moins répétitif que du Ubisoft, quoi. Déjà que là, le jeu, si on part de la sortie de Skyward Sword, qui était le gros Zelda juste avant, à la sortie de Breath of the Wild, il a mis 7 ans à être développé. Enfin, C'est. 6 ans, pardon, 6 ans. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le truc. Après, du coup, C'est- moi, là, tout ce que je parle de Breath of the Wild, en vrai, j'ai pas tant joué que ça, mais je l'applique avec son équivalent plus récent, Elden Ring, qui en gros est la même chose, mais en mieux parce que c'est FromSoft. T'iras t'expliquer avec le président de l'association. Mais oui, mais alors justement, c'est ce que je voulais aborder avec vous pour conclure. Breath of the Wild, c'était une petite révolution technique et de game design et de level design, c'est un exemple. Mais est-ce que vraiment ça a inspiré d'autres studios? Parce que en vrai, à part Elden Ring, Elden Ring, clairement. Après, Elden Ring s'inspire aussi beaucoup de tout ce qu'ils ont appris dans leur From Software d'avant, mais appliqué à un monde ouvert. Mais ils ont clairement une grosse sauce de Breath of the Wild et ils ont bien fait parce que ça marche trop bien. oui, oui, c'est très bien fait. En fait, c'est la logique de level design qu'ils ont repris. Mais je pense que c'est un mélange de leur savoir-faire à eux qui en plus marche particulièrement bien dans ce contexte-là parce que t'en as pas parlé, mais si on devait parler de jeux qui ont révolutionné pour moi, tous les From Software, en tout cas à partir de Dark Souls 1, c'est des révolutions de level design dans la manière dont c'est conçu, tu vois. Hmm. Mais en fait, c'est vrai que dans le sens où c'est pas trop, on peut pas trop en parler, dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de studios au final qui s'en sont repris. Ouais. Même s'il y a quand même les Souls-like, qui est un terme qui existe pour tous les jeux qui ressemblent. Mais c'est vrai que c'est rare de voir des studios qui le font avec autant de maîtrise qu'eux. Et c'est vrai qu'à part Elden Ring, je sais pas s'il y a vraiment des jeux qui ont autant cette inspiration Breath of the Wild. Bah si, comme dit dans le chat, il y a le jeu Immortal Phoenix Rising qui s'inspire beaucoup de Zelda au point de copier Ouais. pas mal ces trucs. Genre ils ont une paravoile, ils ont aussi des moyens de grimper avec de l'endurance tous les murs, Ouais, mais alors, des pouvoirs. j'y ai pas joué, mais est-ce que c'était une copie esthétique, genre ils ont repris des éléments à droite à gauche, ou est-ce qu'ils ont vraiment repris l'esprit de level design de Breath of the Wild? Ça je sais pas, j'ai pas joué, j'ai juste vu quelques images donc pas assez pour savoir analyser tout le game design. Mais connaissant Ubisoft, c'est juste qu'ils ont vu que les choses marchaient bien, ils ont essayé de copier les éléments qui marchaient bien et bah, c'est ce qu'ils font, hein, c'est ce qui a fait qu'ils ont été aussi populaires pendant longtemps, c'est que ils C'est savent vrai. ce qui marche et ils le reproduisent à nouveau. Et c'est l'une de savent leurs le grandes forces, reproduire. mais aussi une des grandes faiblesses. Ouais, bah, suivant le problème, je pense, c'est qu'un truc comme Breath of the Wild, tu peux pas le copier en un an, Comme tu vois, comme ouais. ils veulent le faire. Ça prend du temps de faire un jeu comme ça. C'est trop. Alors, en vrai, un jeu que j'y pense là, j'y ai pas joué, mais je vois le truc. C'est peut-être pas non plus complètement comme un Breath of the Wild dans l'idée, mais un Outer Wilds dans la conception.
Il y a un peu ce côté-là où la map. J'ai jamais vu Outer Wilds à quoi ça ressemblait. En C'est gros, c'est vraiment ce principe de la map est un terrain de jeu et on t'indique jamais vraiment où aller. Genre, c'est vraiment, tu vois les points d'intérêt, t'y vas. En fait, t'as un vaisseau et tu peux te balancer dans un système solaire et t'y vas. Et tu découvres des trucs. mais je pense, moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'inspiration de Breath Je of the pense Wild, pas mais en vrai, plus parce que d'autres expériences de jeux indés ou jeux plutôt narratifs avec l'environnement qui te je pense pas narre qu'il y ait une beaucoup. grosse inspiration Breath of the Wild non plus, mais dans Mais l'idée, ça s'en rapproche, tu vois. ça se rapproche plus de ce qu'il fait avec Journey, par exemple, le jeu où il n'y a pas de Ouais, parole et tu vis une aventure et tu essaies de comprendre ce qui arrive. Simulateur de randonnée. bah en soi, si C'est moi pas péjoratif, hein, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Ouais, ouais. j'y ai pas joué non plus, mais j'ai trouvé que Ah oui, voilà, si vous voulez un bon simulateur de randonnée, je peux vous parler Death d'un Stranding. chemin aussi. Je joue à Death Stranding. Hein. Mais du coup, le dernier Pokémon là, qui est sorti en monde ouvert, j'ai plus le nom. Scarlet oui, et Violet. J'y ai les pas, cartes violettes j'y ai et les pas gens d'Arceus. joué, mais je trouve que on voit clairement qu'ils ont essayé de s'inspirer de Breath of the Wild. Après, je sais pas si ça marche, mais je trouve qu'il y a des côtés proches. Je Dans- pense que ils sont inspirés de Breath of the Wild aussi pour le côté ramasser des ressources, surtout Legend Arceus. Oui. Oui, Legend Arceus, c'est celui qui s'inspire le plus de Breath of the Wild, Je pense sans que avoir la capacité de faire avec. franchement ça marche, c'est juste très moche, nous dit Rams. Ça, c'est sûr que. Ouais. Enfin voilà, très très hâte de la suite de Breath of the Wild qui sort la semaine prochaine, vendredi Dans prochain, 8 jours. dans 8 Tears jours. of the Kingdoms. Je vais passer mon week-end dessus, ne me parlez pas pendant 3 jours. Enfin voilà. C'était tout pour ma chronique. Dans les temps. Ah oui, j'avoue. Je pensais que j'allais dépasser un petit peu. Au final, ça va. Eh ouais. Super chronique, mais il y aurait tellement de choses à dire parce qu'il y a tellement d'autres genres qu'on n'a pas abordés. Mais oui, mais dites-vous que là, pour écrire cette chronique, à la base, je devais parler de beaucoup plus de jeux. Je voulais parler de Mario 64, Tomb Raider, Street Fighter 2, le premier Half-Life. Il y a beaucoup trop de trucs à dire. Hein. Je ferai peut-être une suite. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé discuter avec vous des moi jeux aussi. bac à sable surtout. Ouais, c'est très cool. Sujet qu'on maîtrise en plus, donc c'est plaisir. Voilà.